que j'ai passé quand même, en dehors de l'école, mai 68 dans les mines. Et à faire la classe aux enfants, contre l'éducation nationale qui a été en grève, en disant qu'on était des jaunes, certains. Mais si on n'avait pas occupé les enfants, les femmes n'auraient pas tenu le carreau de la mine et les grèves n'auraient pas pu le faire. Donc je considérais que si tu veux faire grève à ce moment-là, était réac. C'est toujours comme ça, tu vois, des permutations de sens. Et donc quand pour revenir à l'école, on a commencé à prendre contact avec des gens. Tu vois. Il y avait une étudiante avec qui je fonctionnais. J'ai rencontré un mec qui était siliconé, qui me disait « faut manger gras, faut manger gras ». Il dit « ou manger à midi ». Et ben, on dit bah, « c'est bon, nous, on a casse-croûte, je sais pas quoi, un bout de pain ». Il dit « non, venez manger chez moi ». Et il tenait un petit truc qui s'appelait « estaminet dîner ». Il faut être du Nord pour comprendre ça. Donc le mec, il faisait un repas pour pas cher, avec sa femme, dans sa propre salle à manger, avec les photos des communions, etc. Donc tu rentres dans quelque chose, tout d'un coup, la notion spatiale, chère aux architectes, elle est chère parce que, si tu veux, ils veulent être aveugles. C'est certain, ça pose trop de questions, mais ils ne veulent pas de plaisir. Donc ils nous ont invités par un jour de juin, je crois peut-être, à leur communion. Donc chaque étudiant a été dans une famille où il y avait une communion. C'était bien emmerdé. Et donc on a été sortis de l'église. Et alors on avait une copine ou un copain qui était très lié avec le Magic Circus de l'époque. Et on a dit au mec du Magic Circus, venez à la communion. Et il faisait à l'époque des très grandes marionnettes. Très très grandes. Eh bien, ils sont venus avec les marionnettes. Donc si tu veux, tu avais la maman qui voir sa petite fille tout en blanc qui sortait, tu vois, déjà elle imaginait dans les bras de son fiancé, tout, tu vois, parce que c'est ça, une communiante. Elle est dans l'initiation du mariage. Il n'y a rien à foutre, elle est en blanc, tu vois. Et donc, la maman était là, elle photographiait. Puis d'un coup, il y avait une grande marionnette qui se mettait sur la tête. Regardez la marionnette. Tout d'un coup, c'est devenu une autre chose. Et les rapports, si tu veux, qu'on a tissés avec cette maman, je donne ces exemples, hein, étaient des rapports bons qu'on peut attendre d'une collision dans la vie entre deux, trois personnes. Quoi, voilà. Donc, si tu veux, c'était... Et je pense que là, on pourrait établir les conditions d'un savoir. Ou plutôt, si on ne fait pas ça, on n'a pas les conditions du savoir. On a un savoir, le savoir, si tu veux, officiel, mais je ne pense pas qu'être architecte peut se contenter d'être savoir officiel. L'architecte est, pour moi encore, mais je suis peut-être un peu vieux con, il est dans l'expérience. Et donc il est dans sa propre expérience. Moi je sais très bien que j'ai bâti mes émotions. Je pense sur, je sais pas, une petite église en Grèce, un petit monastère en Grèce, oui, où j'ai dormi, parce que j'ai fait un voyage en Grèce à pied. J'avais décidé plutôt que de faire une psychanalyse, je ne voyais pas beaucoup la raison, j'ai décidé de faire à pied le chemin d'Oedipe. Je n'ai pas dû faire une psychanalyse en revenant, hein. Mais c'était quand même assez émouvant, quoi. C'est pas si simple d'être toujours tout seul, de dormir tout seul, justement. Près de ce petit monastère où il y avait des raisins, des figues. Je fonctionnais au pain et au fromage. Bon. Et puis donc je pouvais prendre un pain pour 2-3 jours, et puis du fromage pour 3 jours. Quand je passais dans un village, bon, je pouvais manger. Mais je dormais toujours à Belle Étoile. Et dans ce truc-là, après m'être baigné dans la vasque à rabord, au bord du ravin, etc., je me suis endormi. Trouver un endroit pour dormir, ça prend du temps. C'est comme un animal, tu vois. Tu peux pendant 10 mètres chercher l'endroit. C'est déjà une belle expérience d'architecte, ça. Et donc je m'endors.
Et je me réveille en pleine nuit et je vois sur les 2 marches conduire à la petite chapelle, deux lumières plastiques rouges là qu'on trouve là, avec des bougies dedans allumées. J'ai regardé, j'étais les voir, si je rêvais ou pas. Pendant la nuit, il y a quelqu'un qui est venu, parce que je dormais là, mettre de lampe rouge. Donc ça, c'est des expériences que tu n'expliques pas, quoi. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Donc l'aporie n'est pas seulement un silence de malheur. L'aporie, c'est-à-dire d'être quoi? Ça débouche sur l'avenir qui n'a pas à être caractérisé. J'ai le sentiment dans les expériences que tu évoques, qui sont à la fois très personnelles et puis en même temps où tu développes, parce que tu enseignes, une certaine acuité, un regard en tout cas sur le réel, on pourra revenir sur ce terme-là, mais j'ai le sentiment que la quête dans laquelle tu te mets, mais dans laquelle tu mets sans doute à ce moment-là les étudiants, c'est la quête de la reconnaissance de la bienveillance. Mais encore faut-il que quelque chose se déconstruise. Quelque chose se passe pour que les gens se révèlent être autre chose que l'apparence. Quand tu aimes quelqu'un, c'est l'étonnement. C'est plus que ça, parce que l'étonnement, c'est-à-dire l'ébahissement de trouver quelqu'un que tu peux regarder. Là, que tu peux regarder. Et donc, tu te mets dans une fragilité intense parce que tu te laisses regarder. Ça, c'est couvert par des siècles et des siècles de culture, cette chose-là, l'étonnement. Il y a beaucoup de mots. Ça peut être l'effroi. L'effroi d'être regardé, c'est bien pour ça. Je pense tout de suite à la Villa des Mystères, à Pompéi, où tu regardes, tout le monde se gourre, à mon avis, sur ça. Je ne suis pas calé, hein, j'ai pas villa d'initiation, etc. Oui, bien, peut-être l'initiation. Mais quand tu regardes les pâtures, qui sont quand même des pâtures qui ont duré, qui sont des fresques, je ne sais pas comment elles ont été retapées ou pas, bon, je n'ai pas vérifié ça, mais regarde, l'effroi. Et c'est ça, moi je veux construire le regard, ça, c'est certain, je veux construire le regard chez quelqu'un. Je ne trouve plus aujourd'hui, dans celle que j'ai vue récemment comme architecture, rien ne me semble être un regard possible à donner. Parce que si tu veux, on peut te compter toutes les phrases des grands architectes qui ont fait des choses plutôt jolies, pas trop en ce moment, mais parce que l'architecture a changé de nature, mais c'est une construction longue, qui n'est pas seulement de passer du papier de verre sur les choses qui nous encombrent, non, qui est quand même une disposition. Comme disait Corbu, c'est des volumes assemblés sous le soleil. Donc c'est un peu ça, c'est comment on prépare quelqu'un à recevoir ça. Et c'est pas... Alors évidemment, le champ des architectes, c'est un champ plastique. C'est le champ du plastique, c'est le champ de la reconnaissance. On veut montrer qu'on a des millions, etc., qu'on est fort. Mais c'est dommage de s'arrêter là pour le regard, parce que quand même, c'est peut-être l'architecture, c'est la meilleure façon de faire un citoyen. Une partie de mon histoire politique est là-dedans, l'histoire de l'établissement. C'est-à-dire, je déconne un peu là, hein, mais je trouve qu'on aurait pu se mettre dans la situation des premiers chrétiens, quoi. La belle histoire de l'Égyptienne, là, il y avait une pute incroyable à Alexandrie, la plus belle pute du monde, quoi. Et voilà, arrive un chrétien, mais un très beau chrétien, qui venait d'en face, là-bas. Ils s'aiment. Et il se passe un peu, peut-être, entre eux, ce que je viens de dire.
C'est que tout d'un coup, c'est pas seulement un client, quoi. Et elle, c'est pas seulement une pute, quoi. Alors lui, il voudrait bien qu'elle devienne chrétienne. Et elle ne supporte pas les chrétiens. Mais néanmoins, elle se barre. Elle remonte jusqu'au Nil, par là, vers la vallée des rois, ou des reines, qui est magnifique, quoi. Voilà. Elle se fout dans une grotte parce qu'elle s'applique la règle chrétienne, donc elle se mortifie, elle maigrit. Et là, dans une grotte, il y a un lion qui arrive. Il va la bouffer, quoi. Mais elle est tellement maigre, on dit, qu'en fait, il s'est couché à ses pieds. Bah, c'est un peu la même chose, si tu veux. C'est quand... premier chrétien, c'est con, comme ça. Mais quand on disait on veut partager la vie des gens, on ne veut pas le syndicat dans une usine nous fait chier, il raconte des histoires. Là, quand il rentre à dîner, le mec, il a une position, si tu veux, atroce avec sa femme, avec ses enfants, c'est lui le mec, etc. Et nous, on a été bouffés avec eux le dimanche. Évidemment, il y en aurait eu des siècles qui ont transformé la CGT en quelque chose de bien. Nous, on pensait qu'objectivement, elle était du côté des patrons. Je le pense encore. C'est un peu dégueulasse de dire ça en même temps, en ce moment. C'est pas tout à fait vrai ce que je dis, mais c'est pas tout à fait faux. Structurellement vrai. Ouais, structurellement vrai. Et donc, je pense que si comment je peux faire quelque chose, si tu veux, je peux pas monter une école dans des quartiers difficiles, comme on dit, seulement comme fait l'éducation nationale. Je ne peux pas. Je peux faire peut-être comme j'ai fait pour l'atelier d'enfants. L'atelier d'enfants que j'ai fait à Grigny, là, au Grande Borne. On prenait les enfants dès qu'ils savaient marcher. Seul truc pour savoir pas, il faut savoir marcher. Alors donc, coucher au cul et tout ce que tu veux. Donc ils avaient des grandes feuilles de papier. La peinture, c'était du badigeon, parce qu'on n'avait pas de sous. On avait regardé la formule pour qu'on, même si on en boit 1 kilo, on a mal, mais on ne meurt pas. Et ils payaient avec leurs mains ou avec un pinceau, des grands pinceaux, des queues de morue, etc. Chacun une grande feuille. Dans un grand local, une règle absolue. S'il allait mettre sa main sur le papier de son copain d'à côté, exclu à vie. À l'âge de 3 ans, tu es exclu à vie. Pas de possibilité de contrition. C'est très intéressant parce que d'abord, on avait eu dans un HLM des grands locaux du rez-de-chaussée qui étaient destinés à être des magasins. On avait fait des façades, on avait fait une porte où il n'y a que les enfants qui pouvaient passer. Les adultes, il fallait qu'ils se courbent. Les parents n'avaient pas le droit de venir. C'est sacré, ça. Moi, à un certain moment, j'ai même fait ça avec un masque blanc. Je voulais être en dehors, je n'étais pas d'eux. Comme certains, c'est pas un rite, des mythologies africaines. Et les parents, donc, ne pouvaient pas entrer. Et il n'y avait pas de différence d'âge, de classe sociale. Enfin, on prenait 25, donc forcément, il n'y en avait pas beaucoup. Mais c'était, si tu veux, un système, un préliminaire. Et on n'était pas... On enseignait la peinture, mais on enseignait on ne sait pas quoi, mais certainement pas la peinture. Et je pense, si tu veux, que quand je reviens tout le temps dans une espèce de maniaquerie, que je pense, si tu veux, qu'il faudrait bien trouver ce que c'est que l'intelligence des mains. Moi, si j'avais le temps, si j'avais 40 ans, peut-être plutôt, je travaillerais bien là-dessus. Tu introduis quelque chose là dans
l'explication de l'expérience, parce que moi je suis toujours sur ce registre-là. Et donc ça me fait penser à ça à travers le masque que tu évoquais. C'est d'une certaine manière, je l'appelle comme ça, mais cette absence active. Toi, tu es dans l'espace avec, mais tu fais en sorte effectivement. Je permets. Il y a plus qu'une discrétion. Quand je dis absence active, évidemment, c'est un petit peu contradictoire, mais j'ai le sentiment que c'est presque une modalité implicite de ce que tu demandes à tes étudiants ou à toi-même dans les expériences que tu évoquais sur les corons, peut-être d'autres, ce retrait. Il y a une contradiction là qui m'intéresse, c'est la contradiction entre... c'est plus qu'une distance, mais peut-être que c'est que ça. J'ai le sentiment que c'est plus qu'une distance, plus qu'une prise de distance, et néanmoins, la responsabilité que l'architecte va avoir, d'adapter ou de transformer l'espace. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là de contradictoire, d'impossible? Non, c'est pas simple, mais je pense que moi, j'ai toujours pensé que j'étais facteur d'une proposition. C'est-à-dire, je vous propose de venir avec moi. Je ne vous propose pas la chose. Je pense que même en architecture, c'est cet angle-là là, qui m'obsède, là, parce qu'il y a un peu d'architecture là-dedans. Ouais. Faut prendre une photo d'ailleurs, hein, de cet endroit-là. On va prendre tout à l'heure une photo de ça. Il faudra prendre certains points. Pour qu'on même y voit, quoi, non, de quoi on parle. C'est quand tu dis, voilà, je suis prêt à... Je ne veux pas, j'ai pas de projet pour vous. J'ai pas de projet pour vous. Ça, c'est vraiment important. Je n'ai pas de projet pour vous, mais finalement, je fais des projets d'architecture. Mon projet d'architecture, vous en faites ce que vous voulez. Vous pouvez le voir comme ça. Parce qu'il est ouvert. Alors ça, c'est des conditions c'est d'une architecture. C'est qu'elle peut être vue comme ça, mais elle peut être vue autrement. Et c'est pas seulement, si tu veux, qu'est-ce qu'on pourrait dire, une architecture, si tu veux, qui pratiquement, collectivement, enfin, etc. Non. Un espace qui te rend meilleur, qui sert à rien peut-être, mais qui sert peut-être. C'est pas le problème. Il te rend meilleur. Alors, c'est un peu compliqué, hein, parce que on va donc expliquer pourquoi ça te rend meilleur. Donc alors là, ça fait partie, si tu veux, du monde que tu t'es construit. Probablement, je me suis construit, je me le construis encore. Je peux quand même raconter une anecdote là. J'ai fait un rêve il n'y a pas très longtemps, quelques jours. À un moment du rêve, derrière, dans une ambiance de savane, etc., de branches, pas de gros bois, de brindilles enlacées de lianes, etc. J'ai reconnu le visage de Lucie. Lucie, et on s'est regardé, et elle bougeait, elle m'a souri. Et je l'ai considérée dans mon rêve comme une petite fille, ma fille. Et tout d'un coup, dans mon rêve, derrière, parce que le rêve, il y a un plan derrière qui est opaque. Je dis, c'est pas ta fille, c'est toi son fils. Toi, tu es son fils. Et c'est ta grand-mère. Fin du rêve. Expliquez. Donc, c'est vrai que l'architecture, dans ce cas-là, c'est une proposition, quoi. C'est une proposition. Il y a peut-être un peu de démiurgie dedans. L'espace n'est pas une chose grave et dangereuse.
Mais À tel point ouais. que ceux qui prétendent en faire et qui en font, eh bien, ce sont ces espaces de Panzer. Je n'ai pas été voir le dernier objet qui monte très haut et qui serait le palais de justice de Paris, qui me semble la pire des saloperies qu'on puisse faire. Représenter la justice avec ça, il faut être dénué d'humanité. C'est impossible à accepter. Il faut dire ça. Il faut bien trouver un canard dans lequel on puisse dire ça. Je ne sais pas si on a résolu le problème, mais ma question est un peu ouverte, mais cette architecture, à un moment donné, tu parles d'une solution. Hein. On peut l'avoir de plusieurs façons, mais enfin, néanmoins, comme tu dis, il y a une part de démiurgie, puisque l'architecte va quand même, à un moment donné, imposer une proposition. Enfin, une proposition va s'imposer. Une proposition va s'imposer, parce qu'on est quand même, effectivement, dans un espace construit, matériel, quand je dis définitif, le mot est fort, puisqu'il peut avoir une forme plus ou moins définitive. Mais cet espace dont tu parles, est-ce qu'on a besoin de l'architecte pour le penser? Est-ce qu'il y a, quelle que soit sa place, hein. Je ne suis pas sûr, je ne peux pas très bien... Parce que je pense, si tu veux, qu'à la limite, la pratique vernaculaire, c'est la pratique de la nécessité. On a, avec ce qu'on a, on fait ce qu'on a. Alors évidemment, aujourd'hui, pour faire une Kalachnikov, tu peux la faire, mais si c'est pour te battre contre un arc ou un boomerang, c'est inégal. Donc à ce moment-là, c'est pas pour faire le malin que je dis ça. Voilà. Simplement que ça suppose des conditions. Je dirais ça suppose des conditions politiques. Mais bon, je ne vais pas entrer là-dedans. Je peux entrer là-dedans une autre fois. Parce que c'est quand même été une des défaites que j'ai pu essuyer. J'essuie rien, mais que j'ai pu essuyer à propos, si tu veux, de mon engagement politique. C'est-à-dire, on peut parler de Marx, mais on peut dire aussi que la révolution, ça se fait en taillant un petit bâton. Donc pour revenir, si tu veux, à savoir qu'un architecte, il faut qu'il fasse quelque chose. Il y en a qui font des choses avec strict minimum, d'autres avec un empoulement impossible, un empoulage, je ne sais pas comment on dit ça, une emphase très architecturale, architectonique, et très hors des architectes, qui sont bien souvent aujourd'hui des petits cons. Je dois dire ça. On a réussi, si tu veux, à faire des gens qui sont très ambitieux et pas modestes. Ah, c'est le siècle qui veut ça, c'est sûr. Mais. Et puis il faut que ça soit cher. C'est cher et moche, alors c'est quand même compliqué, quoi. Je pense, c'est parce que je suis vieux. Parce que je ne trouve pas de choses qui me donnent du plaisir. Un peu, si je parle de ça, parce que je parle dans tous les sens. Mais par exemple, j'ai trouvé qu'à Lens, j'ai eu un tout petit peu de plaisir. Ça fait très longtemps. Voilà. Pour revenir juste à la question, pour continuer sur cette question-là, qui m'interpelle, moi, beaucoup, y compris en relation avec ma pratique. Et donc, si l'architecte est quand même nécessaire pour concevoir cet espace futur, qui n'est pas encore là, évidemment, au départ, c'est un projet, il est quand même intéressant qu'il le fasse avec. Avec qui il doit travailler, cet architecte, pour faire ce projet ouvert que tu évoques
pour que les conditions soient réunies, pour que le projet soit ouvert pour de vrai, malgré le fait qu'il est figé, à un moment donné. J'ai une espèce de fresque dans la tête où je pense que tout le monde est un fabricant. J'ai élevé mes enfants comme ça. Tout le monde est un fabricant. Je n'ai jamais donné de faux outils. J'ai toujours fait, toujours on me disait, leur maman, leur je sais pas quoi, etc., disaient, ils vont se couper. Ben, j'ai dit, qui se coupe? Je leur donnais pas, si tu veux, une dégauchisseuse, hein. Mais si je leur donnais un vrai marteau, c'était un vrai marteau. Ils vont se taper sur les doigts. Ben oui, qui se tapent sur les doigts. Voilà. Et je leur donnais une vraie perceuse et des vrais ciseaux à bois, très, très affûtés. Et donc, si tu veux, il y avait toujours un rapport que je trouve fondamental entre l'homme et son outil. Donc, si tu veux, c'est-à-dire avoir le pouvoir de la transformation du monde. Je pense que les architectes, c'est très simple. Il faut leur apprendre à fabriquer. S'il y a un type qui dit c'est les volumes assemblés sous le soleil, etc., assemblons des volumes sous le soleil et regardons ce que ça fait. Moi, les premiers projets que j'ai faits, qui étaient quand même assez intéressants, c'est que je demandais aux étudiants, dans le même temps, à réfléchir à une lampe et à une fenêtre. Voilà. Ça allait très loin. C'est quelle lumière? Une lumière comme ça n'est pas la lumière du jour. Les ombres, c'est comment? C'est quoi une ombre? Tu vas derrière pour voir? C'est quoi? Qu'est-ce que c'est que la matière d'une ombre? C'est quoi la lumière? Moi qui est construit en Arabie Saoudite, la lumière, c'est de l'acier fluide. Dans l'ambassade, toutes les parois entre les bureaux étaient en parpaing, qu'on pouvait démonter quand on voulait. Donc j'avais voulu les faire en parpaing teinté un peu. Donc j'avais amené très difficilement 1 kilo de colorant de Bayer pour mettre dans le béton pour faire un essai. On fait un petit essai, je sais pas, pour une bétonnière, j'en mets un quart de cuillère. On m'a dit, il ne faut pas en mettre trop, hein. Donc je mets un quart de cuillère à café. Je sors le parpaing noir. Enfin brun. Ouais. Qu'est-ce que c'est qu'une lumière? Nous, on a une lumière entre 3200 degrés Kelvin et 4200. 5000 en été sur les bords d'une plage, je ne sais pas encore où. Et 10-12 000 en Arabie Saoudite. Tu n'as pas les mêmes yeux, tu n'es pas le même homme. Donc tu vois bien que tout ça, c'est très compliqué ce que je raconte là. Parce que tout d'un coup apparaît dans le schéma de discussion que l'intrication entre ton milieu, donc tu ne choisis pas les choses que tu vas leur proposer, c'est selon le milieu. Donc on peut décliner ça. Moi je l'ai fait. Donc si tu veux, quand on part du langage, on dit que l'arme de l'architecte. C'est quoi l'arme de l'architecte? C'est quoi, toi? Donc si tu veux, moi, je disais aux étudiants, que tu as connu, hein, je disais, voilà, on va aller là, qu'est-ce qui ne va pas? Et moi, je suis capable d'être prof de 25 projets différents. Ils ne sont pas différents. Parce que toujours, c'est les mêmes paramètres, c'est toujours les mêmes questions, c'est toujours la même insatisfaction, c'est toujours d'avoir envie d'aller plus loin. Donc, si tu veux, le projet d'architecture, ce n'est pas un projet pour cette architecture-là, c'est un projet de ta propre architecture. Ça, c'est vachement important. Si on précisait le rôle de l'architecte,
C'est la co-construction certainement d'une vérité, mais elle n'est possible que si les uns et les autres sont quand même lisibles dans ce qu'ils font. Et qu'on n'est pas dans la boîte noire, la fameuse boîte noire de l'architecte, qu'on n'est pas caché derrière un discours, qu'on n'est pas caché derrière quelque chose, quoi qu'il en soit, une administration, une technocratie. Donc il y a derrière l'outil l'obligation d'une présence dans le monde. C'est ce que je comprends de ce que tu dis. Ouais. Mais ça vaut pour tout le monde d'ailleurs. L'architecte, si tu veux, il s'empare, si tu veux, d'un bout de monde et lui donne forme. Très longtemps dans mon parcours, j'ai essayé d'être un architecte sans forme. J'ai fait un concours que je n'ai pas pu mettre au point, qui était de faire une espèce de zone, c'était à Chambéry. Marc, politiquement, je ne sais pas si je serais d'accord maintenant, mais dans lequel, si tu veux, tout était mélangé. Il n'y avait pas le commerce, l'école, etc. Donc il n'y avait pas de forme. Si tu veux, c'était comme une espèce de grand... Il y a un mec qui a fait ça, tu vois, dans les écoles d'art de la Havane, que j'ai visité il y a très longtemps, qui n'existe plus. Il y avait ça, si tu veux, c'était un grand déambulatoire, avec des formes qui ne pouvaient pas se caractériser, qui étaient loin, qui étaient courbes, etc. Un peu comme par exemple Lens, avec leur verre polarisé, arrive, si tu veux, à ne pas avoir de parois, enfin, etc. C'est pas important qu'il y ait une paroi ou pas. Si on a l'impression qu'il n'y en a pas, on change. Donc l'architecte, de toute façon, si tu veux, il propose une forme. Et il est à ce moment-là dans un discours assez compliqué. La culture, si tu veux, l'architecte a été une culture antique. On lui a demandé d'apprendre un catalogue de formes qui ont marché. Moi, j'ai une panoplie, je peux te dessiner de mémoire au centimètre près le petit Trianon. Je peux dessiner Pestum. J'ai dessiné à 5 mm par mètre la basilique Saint-Pierre avec la place devant. 5 mm par mètre. C'est un dessin qui était cette longueur-là, à l'encre, avec les ombres. C'est-à-dire, je n'ai pas d'obstacle à la tâche. Dans le fond, j'ai les éléments d'une virtuosité. Ça, c'est important. Le mot virtuosité, ce n'est pas, si tu veux, on dit, ah, mais il y a un mec qui est créateur, puis l'autre, c'est un virtuose. On a l'impression que le virtuose, il est mauvais, tu vois, parce qu'il est virtuose. Alors, le nombre des formes n'est pas infini. Et donc, le problème est celui d'une dialectique. Le problème qui se pose, c'est qu'il ne faut pas prendre les formes pour ce qu'elles ne sont pas. L'architecte d'aujourd'hui est un publiciste. Il ne se contente pas, parce qu'il n'a pas les clients pour ça, de faire des espaces pour rien. Ça ne veut pas dire que ça ne sert à rien. Si il y a une chance que quelque chose arrive, en particulier, bon, lutter, parce que c'est une chance que quelque chose arrive là. Depuis je ne sais pas combien de temps, l'os du bassin commençait à changer, parce que la nourriture changeait, je ne sais pas quoi. Et ben, finalement, elle est devenue une femme. Ben, pour qu'il y ait quelque chose qui puisse changer, si tu veux, ça peut se faire que parce qu'il y a deux mecs qui se rencontrent, il y en a une qui est brodeuse et qui rencontre un astrophysicien sous l'escalier d'une traboule. Ou là-bas, à prendre un café sous un petit arbre. Il n'y a que ces conditions-là. Et que les conditions qui sont forcément décidées sont impropres. Oui. Et là, tu poses une vraie Ça, question. c'est le travail de l'heuristique. Hein. Oui, oui. C'est un travail malin.
Donc, tu vois, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, la virtuosité de l'architecte, tu vois, c'est la condition sine qua non pour que la chose existe. Elle ne se définit pas par programme. Tout programme est possible. On sait très bien tout ça. Ça se définit uniquement par... On dira, voilà, qu'est-ce qu'on pourrait faire, tiens, avec ça? On demande à l'architecte, tiens, faites-nous quelque chose. Puis après, dites-nous, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Voilà. C'est ce qui s'est passé quand j'étais à La Parole Errante. On touche un hangar plus merdeux, tu ne trouves pas, bourré d'amiante, avec 1,80 m sous le plafond pour faire les stockages de pneus. Tout était foutu, on pouvait pas. Enfin, on n'a fait que le rendre possible et bizarrement, il est devenu bien. Devenu bien. Parce que moi je disais, bon, on a fait un hangar, ça va, on a 800 mètres carrés, on peut faire n'importe quoi dans 800 mètres carrés. On n'en est plus là, nous, à La Parole Errante, on n'a rien à foutre de faire un théâtre, etc. Mais finalement, quand on a fait tout ça, qu'on a remis le sens qu'il fallait, c'est comme ça. Il est où? Et tout d'un coup, il a existé. C'est étonnant, c'est probablement une des plus grande, forte expérience que j'ai eue. J'ai imaginé un autre Grand Paris. Je ne supporte pas, si tu veux, la manière dont le métro se fait. J'ai été bien à bonne loge, si tu veux, quand le métro est arrivé à Saint-Denis, quand je m'occupais de Saint-Denis. Il devait arriver depuis les années 36. Et quand on a prolongé la ligne de Saint-Denis-Basilique à Saint-Denis-Université, il a fallu qu'on gueule, et pas que moi tout seul, parce que la RATP faisait une étude de marché pour savoir s'il y avait combien de billets elle allait vendre si on mettait le métro là. Alors que le métro devait passer par l'université, alors il n'y avait même pas une question de commerce. Oui, bien sûr. Toi, t'imagines. Et moi, je propose un métro aérien. Un métro aérien qui ne dépend pas des lieux. Et en prenant les fameuses poutres qu'avait inventé le Ricolet. Je ne sais pas si tu connais ce truc-là. Le Ricolet a inventé, tu vois ce que c'est qu'avec la forme d'un diabolo? Oui. En câble, pas ce qu'on veut là-dedans. Donc c'est relativement léger, enfin, je fais passer les trains quand même. Hein. Donc, qu'importe, si tu veux, ça ne défigure pas la ville. C'est quoi cette connerie de dire on défigure la ville? Ça tient sur rien. Est-ce que la ville a une figure? Hein? Pour le migrant qui est au bord du canal, quelle est la figure de la ville, toi? Justement, la figure de la ville pour celui qui le jette. Ça a certainement été la même chose à Chicago quand ils ont fait le loop. Ah. Et maintenant, il n'y a pas plus beau que le loop. Alors, je ne sais pas si c'est beau ou pas beau, c'est pas mon problème, j'ai pas de problème comme ça. Sauf que si tu veux un métro qui ne va pas 50 mètres sous le sol, c'est un peu plus facile à faire. On n'est pas dans la cave. Voir le monde, c'est probablement, si on a quelques critères, un des critères les plus importants pour faire voyager les gens. Et de faire un métro qui est étudié, pour être aussi un métro automatique avec des containers. Donc c'est pas la peine de transporter les marchandises, non. Et que justement, judicieusement, par des synergies tout à fait intelligentes, tu puisses combiner, si tu veux, des petites conglomérats où les marchandises arrivent. C'est très simple, hein, les marchandises arrivent et puis tu as ça sur ton portable. Hein. Donc tu vas chercher, c'est pas la peine d'avoir commandé une camionnette ou un mec comme ça, ou un Blablacar, etc. Tu enlèves la circulation d'un tiers, quoi, à peu près. À part les gros formats. Ouais. Et donc avec les livraisons vraiment up-to-date. Et donc pourquoi elle est là, il y a une centralité qui peut s'installer. Prendre une machine sur le plan, si tu veux, purement sémantique et de logique, prendre une machine et l'introduire dans un système pour comprendre les réactions de ce système à ça. C'est une méthode, ça.
très intéressante et très féconde. C'est une déclinaison de ton outil, là. Oui, l'outil. Et je pense qu'à un certain moment, l'architecture est un outil. On était arrivé à savoir que de l'objet tout simple qu'on fabrique soi-même, il y a toujours une machine. Il y a une machine, c'est le processus de la fabrication. D'ailleurs, moi, je ne comprends une chose que si je sais comment elle est fabriquée. Si, par exemple, ça me semble aberrant, ça me semble aberrant. C'est comme s'il y avait un contresens dans une traduction. Donc, je considère que l'architecture est une machine, c'est-à-dire est un moyen d'aller beaucoup plus loin que son objet. Parce que si on dit l'architecture, c'est fabriquer des baraques, même fabriquer un avion, hein. C'est un problème. Le processus, si tu veux, de savoir, par exemple, l'aménagement du territoire en 1945, où une firme d'avions qui s'appelait Hurel Dubois voulait faire un métro aérien, parce qu'ils avaient des avions à aile soufflée qui atterrissaient en 80 mètres, qui transportaient 20 ou 30 personnes. 80 mètres, ils avaient imaginé un métro aérien avec des nœuds, parce que tout le monde, tu peux trouver un champ dans le terrain de foot, voilà, t'enlèves les buts, quoi. Et donc, ce truc-là a été une machine pour comprendre le territoire. La machine TGV, incompréhensible. La machine TGV est compréhensible si tu veux aller voir les copains de Juppé. La machine, si tu veux, Notre-Dame-des-Landes est compréhensible, de même que le palais de justice, de même que Campus, parce que là derrière, c'est ces nouvelles choses, genre Vinci, Bouygues, etc., qui ne sont plus les entrepreneurs, mais qui sont des entrepreneurs d'idées. Moi, j'ai plutôt envie de réfléchir au bonheur qu'au malheur. Hein. Mais à quoi ça s'apparente, toi, à quoi ça s'apparente, les GAFA, tous ces trucs-là, tu vois, etc., qui, parce qu'ils ont coulé du béton plus que pour leur crise d'adolescence, parce qu'il y a comme ça, des crises d'adolescence, des temps de béton, tu vois, puis, etc., et ben, ça leur donne le droit de se substituer à l'État. Notre-Dame-des-Landes, j'ai toujours pensé que, au lieu de foutre sur la gueule aux étudiants, on aurait dû, si tu veux, leur donner la Légion d'honneur. Si tant est que la Légion d'honneur, ça serve à quelque chose. On aurait dû leur dire, mais bravo, vous êtes battus vraiment pour la nation. C'est vrai ça, ou pas, hein? On leur a empêché de faire la connerie, une grosse connerie, quoi. De foutre du béton dans la campagne pour faire quoi? Parce que Hérault avait son besoin de quelques sous de table pour la région nantaise. C'est à peu près ça, quoi. C'est à peu près, moi je veux te dire, c'est la ligne Maginot. La ligne Maginot, on sait bien après que, si tu veux, c'est les firmes allemandes qui l'ont fabriquée. On pense que la ligne Maginot, c'est comme la muraille de Chine. Non, voilà, c'est pas continu. Donc c'est des trucs comme ça, c'est savant, tout, je sais pas. Tout était automatique, il y avait des petits trains électriques qui passaient, les obus passaient, rentraient dans les... sortaient, etc. Et on a découvert que quand même, c'était une firme allemande qui vous plaisait tout électrique, qui était Siemens. C'est drôle, l'ironie de l'histoire. Je voulais poser une question. On a parlé de l'architecte, de la figure de l'architecte, et je voulais parler d'une autre figure qui est celle de l'urbaniste. Et je
voulais voilà, t'entendre là-dessus, puisque c'est un vocable qui est beaucoup utilisé dans mon milieu, évidemment, aujourd'hui, beaucoup plus que quand j'étais en école d'archi. Même si on parlait d'urbanisme, éventuellement, ou on parlait de projet urbain. L'urbanisme, je ne sais pas ce que c'est. Pourtant, j'ai fait des études. J'ai tapé les bouquins d'urbanisme. J'ai été sérieux avec l'urbanisme. Quand j'étais prof à l'ESAGE, là, il y avait beaucoup de gens qui devenaient urbanistes. Il y avait beaucoup de profs qui étaient des urbanistes, qui étaient les pires cons qui existaient. Réglementaire. C'est fou, ça. Incapable, si tu veux, de penser que la ville, elle engendre autre chose qu'elle n'est. Incapable. Il la fixe, il la fige. J'ai fait tous les réseaux de Cergy-Pontoise pour gagner ma vie. Hein. C'est pas d'urbanisme, hein, tu me diras. Mais j'ai vu ce que c'était, l'urbanisme. Donc, je me suis battu contre tout l'urbanisme. Ouais. Je ne supporte pas ça. Je ne crois pas que la ville se planifie. Ouais. Donc, j'ai toujours travaillé, et j'ai donc fait des centaines de logements, voire des milliers. J'ai fait 3 villes africaines. J'ai travaillé sur des grands ensembles. J'ai travaillé je ne sais pas combien de logements à Carcassonne. J'étais plutôt malin. Ce que j'ai fait était plutôt bien. Je trouvais toujours des articulations pour les entrées d'immeubles. J'ai toujours pensé, c'était mon principe à Saint-Denis aussi, je ne pouvais pas supporter qu'on laisse des logements au rez-de-chaussée. C'est inhabitable le rez-de-chaussée. Comment le rendre habitable? Donc un petit jardin devant. Les bagarres au pied des immeubles, ou quand tu vas dans un immeuble à Courneuve, plus de porte, plus rien, plus de boîte aux lettres, plus de vitrage, plus rien. Et que c'est quelquefois un but de foot. Et quand tu veux entrer, ils sont gentils. Ils te font pas chier, ils te disent où c'est. Quand tu es urbaniste, comment tu fais? Moi j'ai fait un jardin devant une cour où les 3 loulous qui font chier là, ce sont des braves types, hein. Ils font chier. Tu as envie de les embrasser, leur foutre ton poing dans la gueule en même temps. Eh bien, ils se mettent à l'entrée de la petite cour où il y a quelques bancs. Et il y a un territoire, si tu veux, no man's land. C'est-à-dire que l'urbanisme, c'est une guérilla. Ça se travaille, si tu veux, comme un plan de stratégie. Oui. Donc, je ne pense pas que ce n'est pas du tout créateur. Pas du tout. Je trouve que c'est mortuaire. Je connais très très bien les gens qui ont inventé ça. Ouais. Très très bien. Je ne sais pas ce qu'ils voyaient dans la ville, tous ces gens-là. La ville était une entité abstraite, une entité à commander, une entité qui ne pouvait pas dévier. Tout ça, c'est des choses importantes. Parce que je suis en train de décrire le corps non vivant. Je suis très très proche d'un architecte que j'aime beaucoup, qui est Sharon, qui justement a fait un des bâtiments au monde que j'aime, qui est la grande bibliothèque nationale, qu'il a mis juste sur l'axe nord-sud que Hitler voulait faire, et que, comme lui était un résistant, il a mis le bâtiment, ils ont failli être démolis, il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai signé une pétition il y a une douzaine d'années pour que la bibliothèque nationale ne soit pas démolie, qui voulait refaire l'axe d'Hitler. Je suis en plein urbanisme là, en plein.
Et moi, l'urbanisme, si tu veux, la manière que les villes se constituent, comme elles peuvent. L'urbanisme, il est beaucoup. Le terrain est beaucoup occupé par les architectes. Dans le projet urbain, en tout cas, ils considèrent qu'ils sont architectes urbanistes, donc c'est pour ça que je dis que. Oui, mais c'est l'architecte ont dévié, si tu veux. Oui, non, je sais, oui, non, mais enfin, voilà. Puis il y a le monde des géographes, des sociologues, parfois juste les anthropologues, mais surtout les géographes, les sociologues, pour faire des sciences politiques. Voilà. Sciences politiques. Ah bah oui, ils participent, enfin je sais, j'en suis témoin, ils participent bien. effectivement à l'élaboration de la ville. Je sais bien, la ville est comme dirait De Gaulle, c'est un machin. Un machin. Ouais. Non, j'ai lu Chambard-Delot. Ouais. J'ai été au cours de Chambard-Delot. Chambard-Delot a été chargé par De Gaulle de trouver un concept pour éviter les grandes agglomérations rouges. Chambard-Delot était un catholique. Chambard-Delot a fait un livre sur l'agglomération parisienne, où quand même il a dit que les ouvriers de la région parisienne mangeaient de la viande plutôt le dimanche que les autres jours de la semaine. Chambard-Delot a établi le concept des villes moyennes. Et ils ont choisi Auxerre, autre dent que j'ai contre Auxerre, comme le type de ville moyenne qu'il faudrait à la France pour subvertir le Parti communiste, qui était la hantise. Il ne faut pas oublier que De Gaulle était quand même plus que d'extrême droite. Il y avait à Auxerre une très grosse usine, internationalement connue de machines à outils à bois, qui s'appelait Guillet. Et ils l'ont fait disparaître pour qu'il n'y ait pas du tout de possibilité de main-d'œuvre, quoi, qu'il n'y ait pas d'ouvriers. Et donc l'urbanisme, c'est ça aussi. C'est un urbanisme tout à fait, si tu veux, actif. Je trouve que l'urbanisme est de droite. C'est-à-dire que c'est un commandement. On ne peut pas imaginer que la ville puisse se grouper. Tu vois. Mon petit bouquin, là, le petit texte là, que j'ai, ça commence par, tu vois, Stadtluft macht frei. C'est un vieux truc de la Renaissance allemande, Stadtluft, l'air de la ville rend libre. C'était au moment où il y avait la suppression de l'esclavage. Et donc, les seigneurs qui n'avaient plus besoin d'esclaves, enfin de serfs, allez dehors. Ils n'avaient pas de nom, les mecs, pas de propriété, allez dehors. Ça a été quand même un moment terrible. Donc la seule solution pour les hordes de paysans qui se rabalaient le long des routes, eh bien, ils entraient dans une ville, parce que dans la ville, il y avait des chartes dans les villes, et on donnait à manger à tout le monde. Donc pour pouvoir manger et rentrer. Donc ils ont fermé les portes des villes. Il y a quelques villes qui sont tombées sous les assauts des gredins. L'urbanisme, c'est ça. L'urbanisme, c'est ça. L'urbanisme, c'est la notabilité de la ville. C'est dans Machiavel. Dans Machiavel, il dit la ville ne doit avoir que des gens riches. C'est vrai. C'est vrai que si tu veux, au fossé, quand on regarde ce que t'es, les fossés jaunes à Paris, toute la ville se faisait sur les fossés, parce qu'il y avait au moins un mur déjà de construit. Quand tu prends la place des Victoires, sur cette fameuse maison de la Tourelle où tu as l'enceinte, et tu t'aperçois que là-dedans, ils ont pu faire la place des Victoires parce que le terrain, ils l'ont simplement pris sur les pauvres qui habitaient le fossé. Ça ne coûtait rien. Donc, si tu veux, l'urbanisme, ça a toujours été ça. Toujours, si tu veux, le plan d'une ville. Et puis, j'en cite des exemples. Hein. J'ai visité des villes et des villes et des villes. Par exemple, il y a une ville que j'aime beaucoup qui s'appelle Sabbionetta, qui est dans la plaine du Pô.
pas très loin de Parme, qui est une ville qui était à des petits nobles, mais plutôt avec du pognon quand même, qui s'appelait les Gonzagues, qui est une ville dont la forme des villes, c'est pas quadrillé comme ça, c'est quadrillé comme ça, qu'on appelle un T-track, qui est une ville très facile à défendre, parce que le combat de rue, terrible. L'urbanisme, c'est ça. L'histoire de l'urbanisme, c'est celle-là. C'est celle de la contention. Il ne faut pas oublier que chaque fois que tu fais un stade dans la ville, ça passe au ministère de l'Intérieur. Il faut savoir combien on peut mettre de juifs dans un stade. Je suis sûr, le grand stade, on a fait en sorte qu'on puisse mettre 100 000 personnes, ou peut-être 150 000 en rébellion. C'est toujours l'urbanisme, un système de contention. Je ne peux pas me séparer de cette affaire-là. Pourtant, c'est un peu comme notre architecte de tout à l'heure. Si cette, je veux dire, fonction existe, c'est qu'à un moment donné, elle apparaît par rapport à notre société nécessaire à son fonctionnement. Planifier a toujours été un acte, enfin toujours été un acte historiquement parlant, a toujours été un acte qui a existé en lien avec effectivement le pouvoir souverain. Donc la question, c'est que c'est pas tant de faire disparaître cet acte-là, c'est de voir quelle alternative on peut proposer en face pour organiser d'une certaine manière le débat entre une approche de nature planificatrice ou plus, on va dire aujourd'hui, qui s'immisce évidemment dans les pratiques, on va dire moins visibles, on va dire de la planification, mais c'est une planification intégrée et plus locale. Je pense aux macro-lots, des aménageurs privés, donc ces grosses ZAC qui sont produites et qui finalement cassent toute la finesse de la granulométrie de la ville, tu vois, en imposant finalement des monoblocs urbains, en quelque sorte. Ça fait référence au campus que tu évoquais tout à l'heure, me semble-t-il aussi. C'est l'objet pensé à grande échelle, le macro-objet urbain qui renvoie à faire quelque part de la planification en 3 dimensions et quasiment avec déjà une sorte de prévision matérielle, en quelque sorte, tu vois, de sa matérialité. Donc on a une sorte d'écrasement, peut-être que les grands ensembles c'était ça aussi, je ne sais pas. En tout cas, cette capacité qu'on a au-delà de, on va dire, de la planification du stabilo dont tu parlais tout à l'heure, il y a aussi une planification de la forme à grande échelle, ce que j'appelle moi les coquilles vides, fondées sur une bulle programmatique, et qui correspond, mais comment voilà, quelle alternative, puisque c'est des mécanismes qui sont extrêmement puissants et qui pour certains d'entre eux sont de presque structurels, quoi, pour ainsi dire. Non, je comprends très bien. Écoute, moi j'ai des alternatives, je ne dis pas que j'ai un modèle. Je peux te dire comme alternative, enfin celle de sortie de ma pratique, c'est un voyage, un travail que j'ai fait avec les étudiants plusieurs fois sur Perugia. Je considère que Perugia, c'est le modèle de la ville qui, pour moi, est le modèle de l'anti-urbanisme. Parce que c'est une ville qui est comme une carrière d'espace. C'est-à-dire une ville qui est tellement ancienne que depuis les Étrusques, elle fonctionne en tant que ville. C'est une ville très serrée, dans des forteresses, une vraie forteresse, qui avait même elle-même la forteresse, qui a tenu tête au pape, et qui, si tu veux, aujourd'hui, la propriété, tu ne sais pas ce que c'est, parce que tu as un appart, 3 chambres, 3 pièces, ils viennent de 3 endroits différents. Et ça a été constamment comme ça, comme un tissu cellulaire, hein, où pour des raisons diverses, une cellule devient une autre. Je trouve, si tu veux, que ce mode-là, c'est un modèle. Un vrai modèle.
C'est-à-dire, il n'y a pas de spécification, de spécialité, etc. La propriété est dissoute. Voilà. Donc, ça, pour moi, c'est ça. J'ai trouvé aussi que le grand ensemble, que j'admire, à cause de son avenir possible. C'est-à-dire qu'un grand ensemble, on n'est pas obligé de casser, alors qu'ils l'ont fait. À travers la gorge, les barres des 4000, hein. Je trouve ça un scandale absolu. Parce que, surtout, à l'école, on a fait un projet sur la réhabilitation des 4000. J'ai fait venir, si tu veux, une entreprise. On a travaillé avec des ingénieurs, des vrais, qui ont donné leur temps et leur argent pour trouver des structures pour pouvoir, si tu veux, ne pas être soumis à la loi du refend porteur, qui faisait qu'on ne pouvait rien faire. Donc, comme on a fait, malgré ça, ils ont décidé de casser. Et j'étais quand même assez proche de la Soledad, je peux te dire. Hein. C'était une honte, une honte. Et ils ont remplacé ça par quoi? Par les petits architectes du PS8 qui ont fait les petits immeubles, etc. Mais c'est pas les mêmes gens qui sont dedans. Une honte. J'ai vu des gens pleurer, qui leur cassaient leur logement. Comme si la qualité d'un logement pour nous bourgeois, ça ne pouvait pas être l'HLM de la Courneuve, quoi. Incroyable, c'est quoi, faire rendre de goût. Moi, on avait travaillé sur la Courneuve, réhabilitation du toit, une rue à travers la barre, les écoles en rez-de-chaussée, une vraie barre comme à Cuberno. Alors, l'urbanisme, c'est un truc de flic. Ce que tu évoques là sur la Courneuve et la manière dont vous envisagez les transformations, le travail sur le rez-de-chaussée, etc., ça renvoie à la manière peut-être, dans la suite, on va dire des grands ensembles, au sens, dans l'acception qu'on entend habituellement, au travail qui a été fait sur les villes neuves à Grenoble. Voilà, un peu. Avec des équipements intégrés. Ouais, mais quand on y va, c'est pas flagrant. Avec le parc. Ouais. Le grand parc. Moi, j'ai fait un diplôme sur Grenoble en particulier, ouais. sur un tramway sous le pourtour. C'était très intéressant. Mais justement, là-dedans, il n'y a rien. Pas grand-chose à espérer. Hein. Il n'y a pas grand-chose. Moi, je pense, si tu veux, que l'urbanisme, s'il avait une règle, c'est que ça ne doit jamais être figé. C'est à tout moment, la ville est constamment up-to-date. Elle n'est pas... La ville, c'est la vie dans la ville. Voilà. Et donc, voilà, c'est la position du mec, c'est la position du Bernard l'Ermite qui prend la coquille. Et donc, on doit, à tout moment, on peut la réadapter. Il y a beaucoup de villes qui sont réadaptables. Par exemple, Versailles n'est pas réadaptable. Incroyable. Par exemple, le quartier de Belleville, où j'habite là, je ne fais pas un plat parce que quand même c'est que des galeries. Alors maintenant, elles sont tombées. Mais quand même, si tu veux, dedans, tu as pu gratter, tu trouves une pièce, tu grattes. Tu ouvres une cour. Dans le quartier, j'ai un bon copain, de mes anciens étudiants, et qui habitait rue Saint-Denis. Au début, là, près de la porte, un truc, la vache. Il fallait rentrer par le resto, etc. Donc, rien à faire là-dedans. Eh ben si, tu pouvais très bien gratter l'arrière-cour, gratter toutes ces cochonneries qui s'étaient foutues, qui rapportaient, ce qui était frauduleusement rentable, à cause des pas de porte, à cause, si tu veux, du mec plus ou moins clando qui ouvre une pizza ou un truc comme ça, et qui sont des trafics avec des systèmes. Bon, évidemment. Voilà. Donc, ça, c'est pas notre truc. Peut-être faudrait. Peut-être pour faire une bonne ville, il faut être marchand de pizza. Hein, faut que tu notes ça. Ils savent faire.
Voilà. C'est d'ailleurs ce que je pense que les migrants devraient faire. Ils sont agiles. Hein. Et derrière, si tu veux, tu peux remonter des choses. Et moi, j'ai habité à New York, un quartier qui avait été un vieux quartier, j'arrive plus à savoir quelle rue, mais entre la 5e et le bras de mer, là, hein, là, après, il y a des espèces de stades de tennis, c'est comme, je me rappelle plus trop parce qu'on était dans le moment où il n'y a plus d'électricité, c'était la tempête totale à New York. Et quand même, là, au milieu de bâtiments, disons, des années 20, etc., 8 étages, etc., plutôt costauds, des ascenseurs en bois et tout. Il avait travaillé des architectes étonnants qui avaient travaillé sur des tours de 25 étages en béton, tellement bien faites. Tellement bien faites. C'était vraiment une autre qualité qui était l'architecture avait été fabriquée avec un nouveau matériau qui était justement de se glisser dans les cours, de se glisser là-dedans et de pouvoir faire quelque chose qui soit cohérent. C'est le nouveau matériau. Et c'était luxe, mais c'était pas montré comme être du luxe, ça pouvait pas être autrement que bien fait. Parce que c'était compliqué. Je comprends pas Paris. On en reste à 8 étages, non? Et le dernier étage sordide de bonne, non? C'est sordide, Paris. Sordide. C'est une ville de vieux cons, ou de mecs, si tu veux, qui sont tous sur Facebook, quoi. C'est pas une ville, quoi. D'ailleurs, c'est à visiter, c'est tout. Je pense que c'est vraiment Luna Park. J'ai horreur de ça. Je trouve ça malsain, mais malsain. Je préfère les camps. Non. Quand un des premiers diplômes que j'ai eu à EPSI, c'était le diplôme d'Eva Samuel, Ouais. qui s'appelle Cabane de banlieue à tigre de papier ou je sais pas quoi. On a mesuré, si tu veux, beaucoup de maisons de banlieue. Beaucoup de maisons de banlieue. Et on a trouvé qu'il y avait une constante, c'est qu'un tiers de la maison de banlieue était un stockage. Y compris le stockage de la voiture ou stockage... Non, sans la voiture. Hors la voiture. Non, un stockage. Des vieilles fenêtres, des trucs prêts à refaire une autre maison ou à l'agrandir. D'accord. C'est-à-dire une force cinétique, un ressort prêt à partir. Ouais. Donc une ville s'auto-fait. Non. Moi, je pense, si tu veux, qu'on doit redéfinir tout. On doit redéfinir le territoire. Parce qu'aujourd'hui, il se pose la question. Paris n'est plus possible. Paris n'est plus possible. Les grandes villes ne sont plus possibles. Pourquoi elles ne sont plus possibles? Parce qu'il y a à faire le diagnostic d'une manière incroyable, si tu veux. C'est qu'elles exacerbent, si tu veux, des contradictions entre des gens riches et des gens pauvres, qui sont intenables. C'est le rôle de la grande ville, elle met des gens pauvres dans des conditions intenables de vie. Les problèmes, si tu veux, les rapports, on prend les quartiers difficiles, les banlieues, etc., c'est intenable. Il n'y a pas de possibilité, et pour être quand même de Saint-Denis pendant 20 ou 30 ans, de pouvoir régler ces problèmes de violence. Ça ne se réglera pas comme ça. Ça se règle aussi, comme le ministre de l'Intérieur le fait. Ça ne fait pas une société, ça. Ça fait Daesh. Je dis pas ce Daesh-là, mais ça fait Daesh. Une ville, elle est faite quand même, si tu veux, tu vois, Stadtluft, Marfrei. Donc, si tu veux, il faut reconstruire le territoire. Tu vois, il n'y a plus les formes, si tu veux, les formes nobles. Aujourd'hui, ceux qui tiennent l'appareil, c'est quoi l'appareil? C'est des bits. Hein, c'est quoi? C'est ça. Aujourd'hui, ils décident de se faire ça, un autre main de faire ça. Ils tiennent, si tu veux, un outil à grande vitesse. Point. Ça faut qu'on faire du fric. Or, si tu veux, le problème, pas vraiment politique, c'est d'aller trouver ce fric-là
là. Ils savent pas quoi en faire. Et le fric là, et pas le prendre avec une mitraillette, ça ne sert à rien. Tu le prends parce qu'ils te le donneront. Ils te le donneront. Il faut faire en sorte, si tu veux, que travailler sur l'obsolescence, comment on travaille sur une décomposition. Ça, c'est un travail. Hein. Une décomposition de ville, et créer, si tu veux, les noyaux possibles, ça, qui doivent sourdre, qui sont beaucoup plus légers. Toi, c'est compliqué d'en parler en tant qu'architecte, parce qu'il n'y a pas de forme. On a besoin de gens où on fera une éducation, une instruction, etc., qui ne bougent pas sur une production. Parce que pour un système politique à peu près cohérent qui semble se profiler avec les sommes d'argent colossales qui circulent, il faut qu'il y ait une sécurité. Je parle comme un flic, hein, je parle comme Trump. La guerre, pour l'instant, entretient un statu quo, mais ça ne tiendra pas longtemps. Et quand on parle ville, on ne parle pas Paris, on parle la Chine avec. On parle plus que la Chine, l'Afrique. L'Afrique, il n'y a plus personne qui sait ce qu'est la terre africaine. Moi, je vois plein d'Africains, ils viennent que des villes. Et leur ville, c'est quoi? C'est de la tôle avec de la boue. Il n'y a que ça. Il n'y a plus d'Afrique. L'Afrique qu'on a dans la tête, c'est celle des explorateurs et Tintin. Ou la mienne encore. C'est fou. Non, tu vois, c'est quand on prend ces mentalités-là, tu vois, ces niveaux-là. Donc on doit se préparer à ça. On doit en parler tout de suite.